Bien, mes chers collègues, nous auditionnons maintenant M. Jean-Claude Trichet, gouverneur honoraire de la Banque de France. Monsieur Trichet, je vais vous astreindre au serment qui est habituel devant une commission d'enquête. Alors, Monsieur Jean-Claude Trichet, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Voulez-vous lever la main droite et dire « je le jure » ? Je le jure. Merci beaucoup. Je vous propose, connaissant parfaitement quel est l'objectif de notre commission, que vous preniez premièrement la parole pendant environ 10 minutes, un quart d'heure si vous le souhaitez, pour nous donner vos premières observations, vos premiers enseignements sur le sujet qui nous intéresse. Après quoi, je passerai la parole à notre rapporteur Éric Bocquet, éventuellement à mes collègues ici présents pour enrichir et poursuivre le débat. Monsieur Trichet, vous avez la parole. Merci de m'avoir convié à vous rejoindre. J'ai vu dans les questions qui étaient listées comme étant des questions d'intérêt pour votre commission qu'il y avait pas mal de questions tournant autour des causes de la crise financière internationale, mondiale que nous avons connue et que nous continuons, à vrai dire, à vivre en ce moment. Et donc j'ai pensé que dans l'introduction que vous aviez souhaitée, en 10 minutes, peut-être était-il utile que je vous donne disons les leçons provisoires d'ailleurs que je tire moi-même de ces événements que j'ai eu le privilège un peu triste de vivre aux premières loges, si je puis dire, avec quelques banquiers centraux internationaux comme le président de la Fed et les autres banques centrales des grands pays avancés, puisqu'il s'agit bien d'une crise des pays avancés, d'une crise des pays industrialisés. Et ce n'est qu'il y a 1 an et demi à peu près que j'ai quitté cette fonction qui me conduisait donc à vivre ce qui aura été historiquement la crise la plus grave des pays avancés depuis la Deuxième Guerre mondiale et qui, dans ma propre analyse, aurait pu être la crise la plus grave depuis la Première Guerre mondiale si un certain nombre de dispositifs très audacieux et aussi bien de la part des banques centrales que de la part des gouvernements n'avaient pas été pris pour arrêter l'effondrement du système que nous avions progressivement créé. Donc vous voyez, je ne suis pas de ce point de vue-là très calme. Je crois que nous avons réellement vécu des événements et nous vivons des événements d'une gravité absolument exceptionnelle. Alors les causes de ce que nous avons vécu sont certainement multiples. Je note évidemment une dimension de dérégulation financière généralisée qui est née aux États-Unis mais qui s'est ensuite étendue à l'ensemble de l'économie mondiale et qui clairement reposait sur l'idée que les marchés étaient d'une manière générale, les opérateurs, l'ensemble des institutions et des agents économiques étaient capables d'identifier l'optimum. Ceci correspond à la théorie dite des marchés efficients qui avait été très renforcée au moment, paradoxalement peut-être, de la crise des dot-com, lorsque la bulle financière des dot-com a explosé. Le fait est qu'en dépit d'un impact absolument considérable sur un certain nombre, dans un certain nombre de domaines, par exemple les indices du Nasdaq ont été divisés par 3, mais il n'y a eu aucune conséquence grave de nature systémique pour l'ensemble du système financier et pas non plus pour l'économie réelle. Donc cette crise avait été digérée de manière tout à fait aisée et elle avait renforcé certainement dans l'esprit des analystes, dans l'esprit des économistes, de beaucoup d'économistes, de la communauté internationale tout entière, le sentiment que le système qui s'était progressivement bâti était beaucoup plus solide, beaucoup plus résilient, comme on dit aujourd'hui, qu'on ne pouvait le penser.
Une autre dimension de la crise financière a été celle de la procyclicalité, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire de l'amplification à la fois des bulles et de l'effondrement, de l'éclatement de ces bulles par un certain nombre d'éléments dans le fonctionnement du système financier international, notamment les agences de rating qui ont joué un rôle procyclique, entre guillemets, important, des règles comptables qui ont également joué ce rôle, les agences de rating, les règles comptables et un certain nombre d'autres éléments amplifiant ce que nous savions bien être aussi au cœur de ces grandes oscillations de l'économie réelle et de l'économie financière, qui sont la spéculation, les esprits animaux, comme dit Keynes, et je crois aussi un certain nombre de propriétés émergentes du monde d'aujourd'hui qui sont liées aux transformations extraordinaires que nous avons connues sous l'angle financier du fait des progrès de la technologie, qui a permis de transmettre l'information en temps réel, sans coût, de faire des calculs extrêmement complexes, à coût extrêmement faible, et qui ont donc permis aux grands marchés financiers, ou aux grandes structures financières, de vivre en symbiose avec des machines. Nous vivons tous d'ailleurs en symbiose avec des machines aujourd'hui, et ceci provoque un certain nombre de conséquences que nous n'avons pas encore pleinement mesurées parce que nous sommes dans une phase d'expérimentation. Au compte de ces causes multiples, multidimensionnelles de la crise financière, j'ajouterai évidemment la conversion universelle partout dans le monde à l'économie de marché, et donc l'interconnexion de l'ensemble des très grandes économies du monde, pas simplement les pays avancés qui étaient eux-mêmes déjà interconnectés, mais la Chine, l'ensemble du bloc de l'Est, qui ont évidemment eux aussi créé un certain nombre, disons, de caractéristiques de l'économie financière internationale qui étaient inexplorées puisqu'on ne les connaissait pas auparavant. Bref, ces causes multiples ont provoqué ce que j'observais moi-même il y a un instant comme étant une menace d'effondrement systémique. Et nous avons connu, je vous propose une lecture de la crise en 3 étapes, en 3 phases, en 3 épisodes. Le premier est la crise des subprimes, comme on dit dans le jargon, à savoir une découverte qu'un certain nombre de valeurs négociables étaient très très mauvaises, très médiocres, alors qu'elles étaient réputées très bonnes. Ceci s'est passé aux États-Unis. Et du point de vue de l'intensité de la crise, je crois qu'on peut dater le début de cette crise des subprimes, pour ce qui nous concerne les banques centrales, de la décision que nous avons prise à la Banque centrale européenne le 9 août 2007, lorsque, voyant que notre marché monétaire était totalement bloqué et ne fonctionnait plus du tout, nous avons décidé de donner de la liquidité de manière illimitée à taux fixe, c'était un taux de 4%, à l'ensemble des banques commerciales européennes. C'était la première grande décision dite non standard et elle a marqué le début de la crise financière internationale dans son premier épisode, celui des subprimes. 9 août 2007 jusqu'à 15 septembre 2008, fin du premier épisode et début du second épisode, Lehman Brothers dépose son bilan. Et là alors, nous avons un épisode gravissime, celui de la menace grave et immédiate d'effondrement de l'ensemble du système financier. Effondrement non pas parce que Lehman Brothers avait d'innombrables canaux de communication avec l'ensemble des autres grandes banques ou grandes institutions financières au grand marché du monde, mais parce que l'ensemble des participants du marché, l'ensemble des institutions financières mondiales se sont dit en même temps, au même instant, si une grande banque de Wall Street peut déposer son bilan, alors c'est que tout le monde peut déposer son bilan, toutes les institutions, toutes nos contreparties. Et donc prenons immédiatement
les mesures appropriées pour éviter de se trouver nous-mêmes pris dans une tempête financière. Donc, rendons le plus liquide possible l'ensemble de nos actifs, changeons complètement notre horizon d'investissement, prenons en quelque sorte toutes les décisions que l'on peut prendre lorsque l'on redoute que tous les marchés soient interrompus à un moment ou à un autre, lorsque l'on redoute que toutes les contreparties, tous les partenaires avec lesquels on travaille ordinairement puissent eux-mêmes être défaillants. Comme ceci s'est passé dans l'ensemble du monde, à peu près en même temps, dans les quelques demi-journées qui ont suivi l'effondrement de Lehman Brothers, vous pouvez imaginer quelles en ont été les conséquences. Ce que j'ai observé moi-même au niveau européen, comme mes collègues, et notamment Ben Bernanke aux États-Unis et les autres collègues au Japon ou en Angleterre, nous avons donc observé sous nos yeux un effondrement ou une menace d'effondrement gravissime. On a évité cet effondrement. Il a fallu prendre des décisions très très audacieuses qui n'étaient dans aucun manuel et des décisions qui ne correspondaient pas à l'évidence à ce qu'on pouvait imaginer ou on avait pu imaginer dans des temps plus normaux. Ces décisions ne correspondaient à aucune décision aussi audacieuse et de cette nature prise depuis la Deuxième Guerre mondiale. Elles ont été prises et elles ont évité l'effondrement du système. Évitant l'effondrement du système, elles ont évité ce qui aurait été probablement une grande dépression qui, dans mon esprit, aurait pu être plus grave que les événements que nous avons connus en 1929, tellement la rapidité de la contagion était grande et tellement la menace était grave et immédiate. On n'a pas eu la Grande Dépression, mais on a eu une grande récession au niveau de l'ensemble des pays avancés. J'ai mentionné les banques centrales et je suis prêt naturellement à revenir là-dessus, même si ce n'est pas votre sujet principal. Il faut que je mentionne les gouvernements, car il a fallu que les gouvernements eux-mêmes se mobilisent de manière tout à fait considérable. On a oublié d'ailleurs la mobilisation gouvernementale maintenant, parce qu'on a évité la catastrophe, et que cette mobilisation, heureusement, ne s'est pas transformée en sinistre trop grave ou trop important, mais il faut avoir les ordres de grandeur en tête pour éviter l'effondrement du système. Les pays avancés eux-mêmes, je prends quelques exemples en Europe, ont dû mobiliser des montants de risque du contribuable qui ont été de l'ordre de 50% du produit intérieur brut pour certains pays, 25% pour d'autres, 18,6% pour notre propre pays, et plusieurs centaines de pourcents, à vrai dire, du produit intérieur brut pour ceux qui ont été les plus menacés, qui étaient dans la situation la plus grave. Ces chiffres sont très très impressionnants. Je pourrais citer des chiffres encore plus impressionnants, puisque au moment absolument clé de la crise, au moment de son intensité la plus grande, en réalité, tous les chefs d'État et de gouvernement des grands pays avancés ont expliqué qu'il ne pouvait pas y avoir de dépôt de bilan d'entreprises financières systémiques chez eux. Ils ont été crus, et c'est ce qui a permis d'éviter l'effondrement du système. En termes de prise de risque, il ne s'agissait pas naturellement d'un risque légal, d'un risque juridique, mais en termes de prise de risque politique, entre guillemets, ceci correspondait à plusieurs centaines de pourcents du produit intérieur brut, puisque c'était en quelque sorte une garantie politique générale donnée en Allemagne, en Angleterre, en France, aux États-Unis, à des institutions financières dont les bilans eux-mêmes représentent plusieurs PIB ou un PIB avec plusieurs entités financières. Donc au total, des montants évidemment absolument colossaux. Alors nous sommes dans une situation complètement différente maintenant, naturellement. L'ensemble des décisions qui ont été prises et sur lesquelles je ne vais pas manquer de revenir en répondant à vos questions ont permis, je crois, d'avoir un système qui est aujourd'hui plus solide, beaucoup moins fragile, plus résilient,
même s'il faut rester très prudent et même si le temps n'est certainement pas à la complaisance, j'ajouterais que nous sommes en présence de mécanismes qui eux-mêmes ne sont pas encore expérimentés, mais à tout le moins, le sentiment est suffisamment plus confiant au moment où je parle pour que l'on puisse se placer dans un contexte complètement différent. On a complètement changé de paradigme depuis l'époque où il fallait sauver les grands établissements systémiques pour éviter l'effondrement et la Grande Dépression. Nous sommes maintenant au niveau de la réflexion internationale, des décisions ou des orientations prises au niveau mondial et au niveau européen, aussi bien qu'au niveau national, en présence de concepts comme si une entreprise financière a des problèmes, eh bien, il faut qu'on protège le contribuable, il faut que l'on organise soit le redémarrage de l'entreprise sur des bases saines, soit sa liquidation, et dans tous les cas, il faut mettre le contribuable en quelque sorte en dernier ressort et voir dans quel ordre on demandera des efforts aux différentes parties prenantes. Donc nous avons totalement changé la perspective et nous sommes maintenant dans une perspective, encore une fois, de liquidation organisée ou de reprise et de redémarrage organisé, avec des décisions qui viennent d'être prises pour certaines d'entre elles, en Europe en particulier, mais sur la base de concepts internationaux qui ont été discutés au niveau de l'économie mondiale, dans le cadre du G20, dans le cadre du Forum de stabilité, du Conseil de stabilité financière. Et au niveau européen, votre commission travaille au moment même où sont prises un certain nombre de décisions, ou fait un certain nombre de propositions précisément sur ces questions de supervision bancaire au niveau européen et de mécanismes de liquidation ou de résolution, comme on dit en anglais, au niveau européen. La dernière, d'ailleurs, mesure, enfin, le dernier point important est la proposition de la Commission qui ne fait pas l'objet d'un consensus du tout pour le moment, qui devra être discuté et qui porte sur l'institution d'un mécanisme d'examen du redémarrage, de la reprise et, le cas échéant, de la liquidation des institutions bancaires au niveau européen. La Commission vient de déposer sa propre proposition qui sera examinée normalement avant la fin de cette année. Monsieur le Président, je m'arrête là parce que je vois que je suis en train de dépasser les 10 minutes que vous m'aviez données et je suis prêt bien sûr à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup de ces propos introductifs. Je passe sans attendre la parole à Éric Bocquet. Bien, merci Monsieur le gouverneur Trichet de cette introduction extrêmement claire et parfaitement structurée, mais ça ne surprend personne. Vous avez dit dans votre propos liminaire le système que nous avions créé. J'aimerais savoir ce que vous entendez par « nous », les institutions, les banques, l'industrie financière en général. Enfin, j'aimerais avoir une précision sur le sens que vous attribuez à ce pronom. Et dans le deuxième temps, sur les causes multiples extrêmement précises que vous analysez et présentez comme étant les causes de cette crise financière toujours à l'œuvre aujourd'hui, malheureusement. Vous citez bien sûr la dérégulation, l'amplification des bulles, le rôle qu'ont pu avoir les agences de notation, les modifications comptables, spéculation, esprits animaux, les technologies, économie de marché interconnectées, voilà. Et vous ne citez à aucun moment le monde de l'offshore, qui est au cœur de notre préoccupation. Est-ce que ça veut dire, selon vous, que ça n'a aucun rôle dans cette dérégulation financière, aucune responsabilité dans cette crise, ce monde opaque, complexe, très lourd, en montant. Voilà. Quel est votre sentiment sur ce point, Monsieur le gouverneur ? Quand j'ai dit nous, je voulais dire la communauté internationale tout entière, l'ensemble des participants du monde, tous ensemble. Je n'identifie pas de responsables particuliers. Nous avons assisté depuis la Deuxième Guerre mondiale à une évolution extraordinaire, à la fois des technologies, de l'économie internationalisée, de la finance internationalisée, et c'est un phénomène qui est de nature vraiment fondamentale. J'ai évoqué la conversion à l'économie de marché d'une très large partie du monde, ça fait partie du nous.
j'ai évoqué en effet un certain nombre d'éléments décisifs, je crois, dans le déclenchement de la crise. Ça fait partie du nous. Le nous, si vous voulez, je n'ai pas, et je crois qu'il faudrait se garder d'identifier un bouc émissaire qui serait responsable de tout, parce que le bouc émissaire servirait à, comment dirais-je, disculper tous les autres. Or, le problème est que chacun a sa responsabilité. Nous avons réellement expérimenté, et nous avons vu dans cette expérimentation que ce que nous avions créé, que beaucoup croyaient, et il faut voir d'où l'on vient. Je vais vous donner 2 exemples. Le monde était si sûr qu'il était solide et résilient que lorsque les 2 directeurs généraux du Fonds monétaire international successifs, Rodrigo de Rato et Dominique Strauss-Kahn, ont été nommés, il leur a été dit « Le monde est maintenant suffisamment solide pour qu'il n'y ait plus besoin du Fonds monétaire international pour aider les pays. » Maintenant, les pays eux-mêmes sont très solides, et bien entendu les pays avancés au premier chef, et les marchés financiers fonctionnent tellement bien que si jamais il y a des besoins financiers, naturellement, les marchés financiers privés, l'ensemble, disons, du système financier de nature privée, va pouvoir financer les pays sans qu'il soit besoin de mobiliser le Fonds monétaire international. C'est exactement ce qui a été dit à Rodrigo de Rato, puis à Dominique Strauss-Kahn. C'est vous dire à quel point le monde entier était, et quelles que soient, je dois dire, les sensibilités dans les principaux pays avancés, le monde entier était dans la croyance, qui s'est avérée extrêmement naïve, que nous étions dans un monde très solide. Je me permets de dire avec quand même prudence, mais que les seules institutions qui n'avaient pas nécessairement ce sentiment et qui continuaient à prêcher une certaine prudence ou une certaine sagesse étaient souvent les banques centrales. J'en ai moi-même fait l'expérimentation, puisque j'ai, dans la quasi-totalité de ma carrière, été considéré comme étant trop prudent, trop sage, prêchant trop la sagesse budgétaire ou la sagesse monétaire. Et cet environnement ne s'est retourné qu'avec le déclenchement de la crise, pour être clair. Auparavant, ce qui était très prisé, de manière presque unanime, c'était l'accommodation, le fait d'être aussi ouvert que possible, aussi accommodant que possible, un peu dans tous les domaines. Offshore. Je n'ai pas mentionné l'offshore comme étant une cause principale de la crise, parce que je crois que c'est un des éléments parmi d'autres. J'aurais pu le mentionner. C'est plus encore que l'offshore, je dirais, c'est la négligence générale en matière de contrôle, de réglementation. L'offshore me paraît être l'un des éléments, l'un des points d'application malheureusement important et particulièrement dangereux de cette attitude générale de négligence. Alors, je dois quand même dire que sur l'offshore, vous avez 3 concepts qui, à mon avis, sont de nature différente et qui d'ailleurs ont été traités internationalement à des moments différents dans le temps. Vous avez l'offshore en tant qu'entité se prêtant au blanchiment de l'argent, activité criminelle, et au financement du terrorisme, activité criminelle. Là, la communauté internationale s'est penchée sur ce dossier lors du sommet des industrialisés de 1989, à Paris, à vrai dire, et j'étais moi-même à l'époque négociateur, et nous avons créé à ce moment-là le GAFI auprès de l'OCDE, avec comme objectif de combattre le financement du terrorisme et le blanchiment de l'argent, donc des activités criminelles. Le GAFI a été finalement le premier point d'application universel. Alors il n'était pas dirigé uniquement sur l'offshore, mais évidemment son point d'application privilégié était les pays ou les entités qui étaient le plus éloignés d'appliquer les règles internationales élémentaires, et en particulier celles qui se prêtaient, celles qui combattaient résolument le terrorisme
et la criminalité organisée et le blanchiment de l'argent. Un second élément qui est intervenu plus tard a été celui de la lutte contre l'évasion fiscale, la fraude fiscale. La fraude elle-même est un délit. Par conséquent, on peut considérer par extension de la lutte contre le blanchiment que là, on avait déjà une partie du problème traité, mais l'évasion elle-même n'est pas forcément un crime ou un délit, et elle a été reconnue récemment par la communauté internationale comme étant un problème très très important. Et puis il y a un dernier point qui, lui, est extrêmement important et qui est apparu, bien entendu, avec la crise internationale, qui est celui de la généralisation de règles de prudence identiques à toutes les entités mondiales, y compris les places offshore, et ceci, évidemment, est aussi relativement récent. La généralisation, l'universalisation des règles de prudence est un phénomène relativement nouveau. La crise a permis de renforcer formidablement les deux derniers points. Je dirais que le premier point, c'est-à-dire la lutte contre la criminalité organisée, le blanchiment et le financement du terrorisme, comme vous le voyez, remonte finalement au début des années 90, après le sommet de Paris de 1989. Vous étiez à l'époque du démarrage de la crise, dont vous avez rappelé les différentes étapes, à la tête de la BCE. Avez-vous été surpris d'abord de la survenue de cette crise et puis de son ampleur ensuite, de ses développements? Ou aviez-vous perçu, de par vos activités, de par votre connaissance de la finance internationale, des signes avant-coureurs de ce risque potentiel? J'ai, comme tous mes collègues, j'ai parlé des banquiers centraux. J'ai eu le privilège d'être à Bâle, de présider certaines des réunions des banquiers centraux, notamment la réunion de l'économie mondiale. Et je rendais compte régulièrement de ces réunions de banquiers centraux qui n'étaient pas spécialement suivies, à vrai dire, par la presse internationale ou les médias, mais qui permettaient de faire le point. Et je dois dire que l'expression qui était celle de cette communauté de banquiers centraux, notamment en 2006 et 2007, était que nous avions le sentiment qu'il y avait une sous-estimation générale des risques dans l'économie internationale. Nous voyions des marges extrêmement faibles, nous voyions une volatilité excessivement faible également, des primes de risque très très peu élevées, qui dénotait de la part de l'ensemble, disons, du fonctionnement de l'économie internationale, de l'économie financière internationale, une appréciation extrêmement optimiste sur le niveau des risques. Et nous pensions qu'il était de notre devoir de le signaler, à la fois, bien entendu, directement, chacun chez nous, à l'ensemble de nos institutions, mais aussi sur le plan international. J'ai moi-même fait la première page du Financial Times en janvier 2007 sur un avertissement sur la sous-estimation que je voyais des risques dans l'économie internationale. Donc lorsque le premier épisode que j'évoquais, c'est-à-dire celui des subprimes, est arrivé, il est apparu à un certain nombre de mes collègues, comme à moi-même, comme étant le début de la correction nécessaire, compte tenu du fait qu'il y avait eu sous-estimation des risques. Et d'ailleurs, dans un premier temps, c'est effectivement ce qu'on a observé. Ces marges qui étaient beaucoup trop faibles, ces primes de risque qui étaient beaucoup trop faibles, se sont élevées et de manière d'ailleurs assez brutale, presque en un jour, en une journée, nous avons vu sur notre marché monétaire les primes monter assez considérablement. Et disons à peu près une année s'est écoulée, d'août 2007 à septembre 2008, pendant laquelle nous avons observé un certain nombre de corrections sur une série de marchés. Puis sont arrivées les premières évolutions très graves d'un certain nombre d'institutions, Bear Stearns aux États-Unis, Freddie Mac et Fannie Mae et Lehman Brothers. Et là, on a vu que nous étions en présence d'un système qui marquait une instabilité potentielle considérable. Alors là,
je dois dire, je ne crois pas qu'il y ait eu ici ou là d'institutions ultra lucides qui aient pu dire, dans le fond, ce que nous allons expérimenter maintenant, c'est la menace grave et immédiate d'effondrement du système. Mais tout ce que je peux dire, c'est que lorsque la décision a été prise de laisser tomber Lehman Brothers, nous-mêmes, à la Banque Centrale Européenne, n'avons pas hésité une seconde en considérant que nous étions en présence de phénomènes d'une extraordinaire gravité, ce qui n'a pas été le cas partout dans le monde, ne serait-ce que parce que il y avait encore le sentiment que l'ensemble du système financier mondial pourrait digérer même un dépôt de bilan aussi monumental que celui de Lehman Brothers. En somme, il y avait dans beaucoup d'analyses surestimation de la résilience du système. J'ai dit qu'aujourd'hui, on pouvait parler de l'équivalent du dépôt de bilan de Lehman Brothers en organisant la liquidation de manière aussi raisonnable que possible, et que ceci est d'une certaine manière la preuve que nous ne considérons pas d'une manière générale que le système est aussi fragile qu'il l'était auparavant, mais j'ai aussi dit qu'il ne fallait pas être complaisant. Donc en réalité, nous ne savons pas très bien quelle est la solidité ou l'absence de solidité du système financier mondial dans lequel nous sommes. Nous avons connu des succès prodigieux au niveau mondial, au niveau international, mais ces succès ont une contrepartie. C'est que nous explorons, disons, des territoires qui sont inconnus, encore aujourd'hui. Oui, monsieur le gouverneur, je voudrais vous poser une question. Vous avez évoqué tout à l'heure l'extrême rapidité des décisions sur les marchés, qui sont favorisées d'ailleurs par les nouvelles techniques de communication. Est-ce que si on en faisait le bilan de ce progrès technique, est-ce qu'il sert vraiment la vraie vie économique ou est-ce qu'il sert la spéculation? C'est une question que les autorités, les banques centrales bien sûr, et les autorités prudentielles doivent se poser en permanence, et qui se pose de manière particulièrement aiguë lorsqu'on est en présence de ce trading ultra rapide dans lequel les fractions infinitésimales de secondes comptent pour gagner telle ou telle position et être plus efficace que ses partenaires. Nous explorons des territoires qui sont totalement nouveaux. Le fait de se déplacer d'une centaine de mètres pour être plus proche de la machine centrale qui fait fonctionner tel ou tel marché, parce qu'en gagnant 100 mètres, on gagne les 100 mètres que met la lumière pour parcourir ces 100 mètres en termes de temps, est quelque chose d'absolument inimaginable que nous ne pensions pas en fait avoir à expérimenter, mais sur lequel nous, je dois dire, la quasi-totalité des places réfléchissent en ce moment. Le problème est que lorsque vous faites des percées technologiques, elles sont immédiatement exploitées. Et que vous ne pouvez pas partir du principe qu'on peut arrêter la technologie. Donc il faut essayer de la maîtriser du mieux possible. Je ne répondrai pas à votre question. La technologie est capable du meilleur comme du pire, comme la langue d'Ésope. Oui. Pensez-vous sur un autre domaine que les grands acteurs financiers recourent souvent, ou en tout cas assez souvent, à la confiscation de l'information et que les superviseurs sont en mesure de remédier à cette situation? C'est tout le problème de l'efficacité des superviseurs. Je crois que le réveil brutal de la crise pour l'ensemble des superviseurs du monde entier a été, de ce point de vue-là, extraordinairement utile. Certaines supervisions étaient fondées sur le principe selon lequel le superviseur n'allait pas sur place, ne contrôlait pas sur place les entités financières, se contentait de regarder sur pièce ce que les diverses banques ou les institutions financières lui envoyaient, et, le cas échéant, bien sûr, se reposait sur les audits qui étaient faits par les auditeurs traditionnels. Cette conception de la surveillance prudentielle a été totalement balayée
par la crise. L'idée selon laquelle maintenant, bien entendu, la supervision suppose d'aller sur place et non pas simplement d'examiner les dossiers sur pièce, d'aller sur place pour regarder tout sur place, pour interroger tous les acteurs sur place et pour se faire une idée aussi complète que possible de la culture et de la manière dont l'entité pratique sa propre activité, avec une culture sous-jacente qui peut être une culture de respect de la réglementation ou au contraire une culture de biaisant avec la réglementation. Tout cela est considéré maintenant comme faisant partie des bonnes pratiques sans qu'il y ait, je dois dire, de contestation. Donc je dirais que sous le choc de la crise, le concept même de surveillance prudentielle a assez considéré, et l'exercice de la surveillance prudentielle a assez complètement changé, dramatiquement changé. Oui, oui, j'ai une question, en tout cas notre collègue Picot veut vous poser une question. C'est le gouverneur. Oui, moi deux petites questions. D'abord, la première, comment Lehman Brothers, pourquoi le gouvernement américain a-t-il laissé tomber Lehman Brothers? Et la deuxième, comment pensez-vous qu'il soit possible de lutter efficacement contre ces places offshore qui, aujourd'hui, on s'en rend bien compte, nous posent de terribles difficultés? La question sur l'attitude du gouvernement américain s'agissant de Lehman Brothers est évidemment une question d'une importance considérable sur laquelle les Américains eux-mêmes, d'ailleurs, et toute la démocratie américaine s'est penchée considérablement. Je vais vous donner ma propre compréhension, ma propre interprétation de ce qui s'est passé. Lehman Brothers est la 4e entité que j'ai évoquée tout à l'heure, après 3 autres. Il y a eu d'abord Bear Stearns, qui a connu des difficultés gravissimes et qui a pu être sauvé par une intervention privée, mais une intervention privée considérablement facilitée par les autorités américaines. Et donc, devant, en effet, la gravité des événements qui pouvaient se passer, devant l'importance de la contagion qu'il pouvait y avoir, il y avait eu consensus au sein de l'administration américaine et de la Banque centrale pour considérer qu'il était opportun de faciliter cette reprise. C'était une reprise privée, il n'y avait pas eu d'argent public. Elle avait quand même été très critiquée en disant nous sommes dans une économie de marché, il faut laisser les mauvaises gestions être punies. Nous ne sommes pas dans un système de type soviétique où il n'y avait aucun dépôt de bilan par construction. Donc le propre de l'économie de marché, c'est que quand on est mauvais gestionnaire, on abandonne la partie et on est remplacé par d'autres. Cette critique-là était très forte aux États-Unis, très forte. Et donc, elle a posé de sérieux problèmes à l'administration américaine de l'époque sur le plan du débat public. On a eu ensuite Freddie Mac et Fannie Mae, qui sont 2 entités spécialisées dans le financement du logement, qui, elles, alors que Bear Stearns était, disons, une banque d'investissement, réputée peut-être plutôt conservatrice comme entité, là, Freddie Mac et Fannie Mae avaient la réputation d'être plutôt de l'autre côté de la sensibilité, puisque spécialisés dans le logement et dans le logement des plus pauvres. Et là, alors, l'administration américaine a dû se mobiliser et a sauvé d'une catastrophe qui aurait été réellement absolument abominable ces entités avec de l'argent public. Et cet argent public a été considéré à nouveau comme étant très critiquable. Pourquoi mobiliser l'argent du contribuable pour empêcher des entités mal gérées, je reprends le débat public américain, de s'effondrer. Vous voyez, en simplifiant outrageusement, critique de droite d'un côté, critique de gauche de l'autre, convergent
pour dire vous ne devez pas, on est dans une économie dans laquelle vous ne devez pas intervenir en permanence pour renflouer telle ou telle entité. C'est après ces trois expériences et ces critiques venant d'un peu tous les côtés, dans disons, l'échiquier de sensibilité américain, que vient la quatrième entité, pour laquelle il n'y a pas de solution privée. En tout cas, il s'avère qu'il n'y a pas de solution privée. Et là, mon sentiment est que l'exécutif américain s'est dit « mais je ne peux pas continuer cette séquence de sauvetage qui est à chaque fois très critiquée et dont je ne sais pas quand elle va s'arrêter ». Parce que si nos amis de l'exécutif américain avaient sauvé Lehman Brothers, ils auraient eu immédiatement derrière à sauver AIG. Et s'ils avaient sauvé AIG, ils auraient immédiatement eu derrière le sauvetage de Citi, et etc., etc. Et donc, si l'on rationalise ce qui s'est passé, ex post, on peut dire d'une certaine manière, ce que nous avions en face de nous, et nous sommes payés tous pour le savoir, c'était un risque systémique majeur, un système tout entier qui était en cause, l'arrêt de l'effondrement séquentiel du système devait être lui-même de nature systémique et ne pouvait pas se limiter à une série indéfinie dans le temps de sauvetage. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, puisque lorsque le dépôt de bilan de Lehman Brothers a prouvé qu'il avait des conséquences absolument redoutables sur l'ensemble du système, alors, très vite, l'exécutif américain a présenté un programme ayant l'ambition d'arrêter l'effondrement systémique, qui a été le programme TARP, qui d'ailleurs a été refusé par le Parlement américain dans un premier temps. Ce qui montre à quel point l'élite politique américaine, de quelque sensibilité que ce soit, était au début inconsciente de la gravité des événements. Et on comprend mieux alors rétrospectivement qu'effectivement tous les sauvetages successifs étaient très critiqués parce que personne n'avait en tête, en tout cas pas dans la large opinion américaine, que c'est le système tout entier qui était en cause. Lorsqu'il est apparu, après un temps suffisant, et notamment, je dois dire, l'effondrement de l'ensemble des valeurs boursières, que le problème était gravissime et que nous étions effectivement en présence d'un risque systémique qui était en train de se transformer en sinistre sous nos yeux, alors le programme TARP a été voté par le Congrès des États-Unis et on a eu affaire à la première grande opération d'arrêt de cette menace d'effondrement systémique. Je me suis concentré sur les États-Unis, la question était sur les États-Unis. On peut dire d'une certaine manière que, sous des formes diverses, l'ensemble finalement des pays avancés ont eu eux-mêmes à faire face à un défi de même nature et ils y ont fait face finalement dans des conditions qui ont été extrêmement difficiles, mais qui étaient, je crois, nécessaires évidemment. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à deux d'entre nous, si vous voulez bien, pour regrouper les questions, encore que on fera sur ce point comme vous le souhaiterez. Nous allons d'abord avoir la question de notre collègue Colin, puis la question de Madame Deségo. Monsieur le gouverneur, j'ai bien entendu ce que vous avez dit sur la supervision prudentielle qui consiste maintenant notamment à aller sur place et non pas à être simplement un examen de documents. Alors, parallèlement à ça, moi, je dois vous dire que ici, nous sommes un certain nombre dans cette commission d'enquête à être assez surpris du nombre de la création de filiales par les banques. L'exemple, on nous a cité Paribas, qui a 300 filiales. Donc, nous pensons qu'il y a là peut-être un manque de transparence évident au travers de cette volonté de création de structures multiples. Notamment, j'ai cru comprendre que le contrôle, je crois que c'est Mme Nourri notamment qui nous a parlé de ça, que le contrôle porte sur les comptes consolidés et donc porte sur les soldes
et non pas sur les opérations elles-mêmes. Et en plus, on nous a dit d'ailleurs qu'on ne pouvait pas aller regarder territorialement les opérations à l'étranger. Hein, donc il faut, voilà, effectivement, ces contrôles prudentiels ne peuvent se faire que sur le consolidé, et donc, je le redis, uniquement sur les soldes. Donc cette situation, moi je pense que bien sûr vous la connaissez. Moi j'aimerais bien connaître votre avis là-dessus, parce que je pense qu'il y a vraiment un risque avéré, que c'est peut-être une des questions fondamentales par rapport à cette situation aujourd'hui qui n'est pas réglementée, qui n'est pas et qui est inhérent à ces situations d'offshore. Voilà. Donc, je voudrais avoir vraiment votre sentiment sur ce point. Évidemment, c'est une question très importante. Votre commission, je le sais bien, se concentre sur l'offshore, mais vous le voyez bien, le problème se pose pour tous les pays, sans aucune exception. Les pays européens. Nous avons des pays européens plus ou moins coopératifs. Le Luxembourg et l'Autriche sont moins coopératifs que d'autres dans certains domaines, particulièrement dans le domaine fiscal. Le monde est fait de pays avancés, de pays émergents, de pays en développement. Ils sont plus ou moins coopératifs. Et puis nous avons les toutes petites entités qui ont une franchise particulière parce que, étant négligentes, étant laxistes, étant complaisantes à l'égard du financement criminel ou étant complaisantes à l'égard de la fraude fiscale, elles nous posent des problèmes particuliers. Mais je pense qu'il faut bien voir que nous avons un problème beaucoup plus général que le seul problème de l'offshore stricto sensu, parce que s'il ne s'agissait que de cela et si nous avions le consensus de l'ensemble des pays, après tout, il ne s'agit d'un certain nombre de petites entités et dont beaucoup d'ailleurs sont sous juridiction anglaise ou sous juridiction, pour certaines d'entre elles, américaine. Donc le problème ne serait pas, me semble-t-il, forcément le plus grave. Mais il est grave, naturellement, parce que c'est quand même là, effectivement, qu'on a trouvé le plus de juridictions non coopératives. Alors, je ne veux pas vous dire que tout va bien. J'ai dit qu'il ne fallait pas être complaisant et que je n'étais pas sûr du tout que nous soyons maintenant dans un système qui est suffisamment sûr pour qu'on puisse le considérer comme étant résistant au choc, si je puis dire. Mais le fait qu'en 2009, il y ait eu l'invention, disons, du concept de juridiction non coopérative dans les trois dimensions que j'ai évoquées, c'est-à-dire la dimension criminelle, financement du terrorisme, blanchiment, la dimension prudentielle et la dimension fiscale, avec dans chaque cas l'identification d'un responsable international chargé, si je puis dire, de faire la police, qui est le GAFI, créé en 1989, le Conseil de stabilité financière qui a été renforcé à l'occasion de la crise et le Forum mondial de l'OCDE sur le plan fiscal. Ce sont quand même, si vous voulez, maintenant on a un consensus émergent, un concept qui existe et des outils en principe. Donc le reste, c'est une question d'énergie et de détermination finalement des principaux pays du monde. Si l'on publie réellement la liste des États qui n'appliquent pas les standards internationaux et auxquels l'ensemble de la communauté internationale demande d'appliquer les standards internationaux, il me semble que nous aurons la preuve alors qu'effectivement l'ensemble de la communauté internationale, puisque c'est un problème qui ne peut être réglé qu'au niveau mondial, est déterminé, suffisamment déterminé. Pour le problème que vous soulevez, clairement, nous sommes bien obligés, dès lors qu'il y a des entités internationales qui ont des filiales et pas simplement des succursales. Si ce sont des succursales, c'est l'autorité prudentielle nationale qui a la compétence. Et donc là, il n'y a pas de problème. La réponse à votre question est aisée et il faut s'en féliciter. Mais un très grand nombre de pays veulent être maîtres chez eux. Et ce ne sont pas des pays nécessairement qui le font pour pratiquer la fraude, l'évasion ou la défense d'activités, enfin
la localisation d'activités criminelles. Ce sont des pays qui veulent être simplement les maîtres chez eux. Et donc, ils peuvent exiger, effectivement, d'avoir des filiales pour que ce soit leur autorité prudentielle qui puisse exercer le contrôle. Et là, nous retombons dans ce que je viens de dire, c'est-à-dire il faut que partout dans le monde, on puisse avoir l'application des mêmes standards, contrôlés par une entité ayant cette responsabilité au niveau de l'économie internationale elle-même. Merci beaucoup. Alors, notre collègue Colin, je n'ai pas oublié. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Gouverneur, merci d'éclairer notre commission de votre compétence et surtout de votre expérience. Vous avez rappelé que vous étiez tout au long de cette crise, au début, en tout cas en première ligne. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire, justement, en tant qu'observateur privilégié, quelles sont les grandes zones de plus forte opacité financière sur la planète, ce que vous avez pu constater? Ensuite, dans les recommandations de la Banque centrale européenne sur l'assainissement des finances publiques, celle-ci a-t-elle eu l'occasion de mentionner, parmi les réformes structurelles nécessaires, des mesures destinées à harmoniser les prélèvements obligatoires? Pouvez-vous répondre à cette question? Et ensuite, avez-vous constaté comment lutter contre la concurrence fiscale dommageable et à lutter contre l'évasion fiscale internationale? Toutes ces questions, peut-être je pourrais en ajouter une pour éclairer notre commission, mais qui pas directement liée à notre mission. Mais pensez-vous que l'euro est définitivement hors de danger? Je vous remercie, Monsieur le Gouverneur. Merci beaucoup, Monsieur le Sénateur. Première question. Nous vivons sur longue période une évolution donc de transformation du monde. Je fais remonter encore une fois la première préoccupation vis-à-vis d'entités obscures, d'entités dissimulant leurs activités au niveau international, au niveau d'un consensus de la communauté internationale, comme vous l'avez entendu, à 1989. Donc, c'est un processus qui va, me semble-t-il, être formidablement accéléré à cause de la crise que nous venons de connaître. Mais il est clair que les endroits dans le monde où nous avions la plus grande opacité étaient à l'évidence un certain nombre de places offshore qui faisaient commerce finalement de leur opacité vis-à-vis, soyons clairs, en particulier de ceux qui avaient des activités criminelles. Pas forcément d'ailleurs de ceux qui pratiquaient simplement l'évasion fiscale. Au sein même des pays avancés, au sein même de pays parfaitement respectables, compte tenu de ce qu'était à l'époque le droit international, le droit des gens, vous aviez quelques pays que nous connaissons bien, qui sont très proches de nous d'ailleurs, qui, en effet, considéraient comme faisant partie de leur culture d'être opaques sur le plan fiscal. Et ce n'est qu'assez récemment que ceci change et est en train de changer sous nos yeux. Et donc, puisque nous le savons même, au sein même de la zone de l'Union européenne, nous avions des pratiques de ce genre qui sont en train de disparaître complètement, et il faut s'en féliciter, mais qui étaient considérées, il faut bien se mettre à la place des différentes cultures, qui étaient considérées comme aussi fondamentales que certains éléments de leur culture auxquels ils étaient extrêmement attachés. On l'a vu dans un pays qui est limitrophe tout récemment. Mais c'est en train de changer, ça change de manière extrêmement rapide, et évidemment, il faut s'en féliciter. Ailleurs qu'en Europe, vous aviez encore beaucoup de pays qui, en effet, se prêtaient à cette obscurité. Donc je ne veux pas faire moi-même la liste. Comme je l'ai dit, je souhaiterais qu'il y ait de telles listes et que nous puissions établir les listes de ceux dont nous considérons que ce sont des juridictions non coopératives au moment où nous parlons. J'espère bien que cela sera le cas. Deuxièmement, assainissement des finances publiques. Vous savez, j'ai moi-même
de manière constante demander qu'on applique la loi, qu'on applique le traité, qu'on applique la législation secondaire du traité. Et la Banque centrale européenne ne prétend pas inventer la loi européenne ou la législation secondaire. Ce que j'ai énormément regretté, énormément, je dois dire, et publiquement, et à plusieurs reprises, c'est qu'on n'applique pas le pacte de stabilité et de croissance. Toute ma vie professionnelle, j'ai expliqué que le pacte de stabilité et de croissance était fondamental parce que nous étions très audacieux en créant une monnaie unique, que nous avions une monnaie unique, ou que nous allions avoir une monnaie unique, mais que nous n'avions pas de fédération politique achevée, certainement pas, que nous n'avions pas de budget fédéral, et que par conséquent, ayant une monnaie unique, il fallait évidemment avoir un cadre pour faire fonctionner convenablement la monnaie unique. Ceci n'a pas été considéré, hélas, comme allant de soi, y compris par notre propre pays, y compris par l'Allemagne, y compris par l'Italie. Et ma première bataille, si je puis dire, lorsque j'ai été nommé président de la Banque centrale européenne, a consisté à rompre des lances pour le pacte de stabilité et de croissance. Donc je mentionne cela en passant, si vous voulez, le problème a été que même le respect des règles qui avaient été fixées et qui étaient dans le traité a été extrêmement difficile. Sur l'harmonisation des fiscalités, l'harmonisation des prélèvements obligatoires, je sais combien notre pays y est attaché, mais je crois qu'il y a un malentendu, et je me permets de le dire en toute simplicité. Il faut bien financer ses dépenses. Quand on dépense beaucoup, sur la longue durée, il faut avoir à peu près autant de recettes que de dépenses. Ou alors, c'est que quelqu'un est prêt à financer la différence. Et l'expérience a montré que personne, en tout cas pas d'entité bénévolente extérieure, n'était prête à financer indéfiniment une différence entre les dépenses et les recettes. Donc, le niveau de vos prélèvements, le niveau de votre fiscalité dépend en dernière analyse du niveau que votre pays juge approprié, notre pays comme tous les autres, juge approprié en matière de dépenses. Les recettes ne peuvent pas être indépendantes des dépenses. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas forcer un pays qui estime qu'il ne faut pas dépenser trop à avoir des excédents budgétaires absolument gigantesques sur l'autel, si je puis dire, de l'harmonisation des prélèvements obligatoires ou de l'harmonisation fiscale. Et de la même manière, évidemment, on ne peut pas dire à un pays qui veut dépenser en proportion de son produit intérieur brut beaucoup de dépenses publiques, qu'il doit être en déficit en permanence, parce que ce pauvre pays, alors, n'aurait personne pour le financer. Donc, j'insiste là-dessus, je crois qu'on ne peut pas traiter le problème de l'harmonisation des recettes fiscales ou l'harmonisation des prélèvements obligatoires si on ne traite pas celui de l'harmonisation des dépenses, de manière générale. Et je sais que ce n'est pas très populaire de dire ça, mais après tout, j'ai été banquier central pendant suffisamment de temps pour pouvoir dire des choses qui ne sont pas très populaires. Mais j'insiste beaucoup, nous sommes nous-mêmes le pays qui, au sein de la zone euro, a le plus de dépenses publiques en proportion du produit intérieur brut. Et au sein de l'Europe en général, il y en a deux, nous et le Danemark. C'est une position que nous n'avions pas du tout auparavant, ce n'est pas du tout dans les chromosomes français. En 1973, donc au moment du premier choc pétrolier, nos dépenses publiques en proportion du produit intérieur brut étaient inférieures aux dépenses publiques des Allemands et inférieures aux dépenses publiques des Anglais. Et donc nous étions l'un des pays qui dépensait le moins en proportion du PIB. Donc je crois qu'il y a eu, si vous voulez, une évolution de notre pays presque à son insu, qui nous a conduit d'une position qui était très bonne pour la croissance et la création d'emplois, à une position qui est beaucoup moins bonne pour la croissance et la création d'emplois. Et le pays auquel je nous comparerais le plus aujourd'hui serait la Suède, parce que la Suède a eu à peu près la même évolution. Elle est même arrivée à un montant de dépenses publiques en proportion du PIB supérieur au nôtre. Et puis elle a fait effort sur elle-même et elle a pu abaisser sa dépense publique en proportion du PIB de 10% entier. Et elle s'en est trouvée dans une meilleure situation. Je prends la troisième question que vous avez posée, qui est l'euro.
L'euro est un tel symbole qu'il me semble que vous l'avez utilisé en pensant zone euro, en pensant intégrité de la zone euro. Parce que l'euro lui-même, en tant que monnaie, a prouvé pendant toute la crise une capacité de se protéger lui-même contre la crise. Il n'y a pas eu de crise de change dans cette crise dramatique. Au contraire, les seules remarques qu'on a pu faire sur l'euro, ou qu'on fait sur l'euro de temps en temps, c'est qu'il est trop solide. Ce qui veut dire qu'il inspire confiance. Il a constamment préservé la confiance et préservé son propre crédit. Depuis le 9 août 2007, depuis le début de la crise telle que je la situais dans le temps, l'euro a été très solide. Je ne dis pas qu'il a été trop solide, je dis que l'euro finalement a rempli la tâche qui lui avait été donnée par les démocraties européennes. On avait dit à la Banque centrale préserver la stabilité des prix et en gros, nous avons préservé la stabilité des prix, exactement comme on le faisait d'ailleurs en France avant l'euro, avec une définition qui était la même, moins de 2%, proche de 2%, et à vrai dire, sur 14 ans, la hausse des prix a été de 2,03% au niveau de l'ensemble de la zone euro, donc pour 333 millions d'habitants, ce qui est un résultat évidemment conforme à ce que les démocraties nous avaient demandé de faire, nos démocraties, et aussi un résultat, je dois dire, qui explique pourquoi la stabilité monétaire est demeurée pendant tout le temps de la crise. Alors si la question est-ce que la zone euro dans son intégrité va demeurer, je dirais ce n'était pas le sentiment de l'ensemble des observateurs pendant un certain nombre de mois, depuis le troisième épisode de la crise, c'est-à-dire le moment où la crise s'est transformée en crise des risques souverains et où l'épicentre de la crise mondiale s'est déplacé pour arriver en Europe et plus particulièrement dans la zone euro. Je dois dire que depuis maintenant un an, le sentiment général de tous les observateurs est que 4 éléments ont joué un rôle essentiel pour stabiliser l'intégrité, ce que j'appelais l'intégrité de la zone euro. Le premier élément, c'est que les pays qui s'étaient très mal gérés ont fait de très grands progrès. Leur balance des paiements courants qui était très très négative. Pour les 5 pays qui ont été attaqués, à moins 8% du produit intérieur brut en 2008-2009 et maintenant proche de zéro. Nous avons eu un renforcement de la gouvernance économique et budgétaire de l'ensemble de la zone euro qui a été très important avec le renforcement du pacte de stabilité et de croissance, l'union bancaire qui fait partie d'ailleurs d'une certaine manière de votre sujet, et puis bien entendu nous avons eu la démonstration qu'aucun pays ne souhaitait expulser tel ou tel autre pays en difficulté, avec des décisions qui ont été observées dans le monde entier comme signalant une détermination politico-stratégique de préserver l'intégrité de la zone euro. Et il y a eu l'action de la Banque centrale européenne qui, après avoir démontré à 2 reprises, et j'étais alors président, qu'on pouvait intervenir sur les marchés, sur les treasuries, sur les valeurs du trésor, dans certaines conditions, et pour maintenir, préserver je dirais le transfert correct de la politique monétaire à l'ensemble des pays de la zone. Il y a eu la nouvelle décision prise par la Banque centrale européenne disant s'il y a une conditionnalité appropriée et si l'ensemble de la communauté de la zone euro démontre qu'elle est sérieuse lorsqu'elle veut marquer sa solidarité, alors nous-mêmes, nous pouvons intervenir. Je pense que ce sont ces 4 raisons qui expliquent que, en effet, vu d'Asie, vu des États-Unis, vu du reste du monde, l'intégrité de la zone euro paraît solide. En tout état de cause,
la zone euro va s'agrandir, ce qui est une marque de solidité, bien entendu. Elle va passer, comme vous le savez, de 17 pays à 18 pays et de 332 millions d'habitants à 335 millions d'habitants au début de l'année prochaine. Ce qui ne veut pas dire que tout est réglé. Au contraire, à mes yeux, nous sommes au milieu du gué. Il y a encore énormément de choses à faire avec la plus grande détermination possible. Mais cela prouve que ceux, à tout le moins, qui pensaient que tout cela était très fragile, avaient sous-estimé ce que j'appellerais notre résilience. Le « nous » signifiant l'ensemble des Européens de la zone euro. Merci, Monsieur le Gouverneur. Avant de passer la parole pour les dernières flots de questions à notre rapporteur, je voulais vous poser une question qui m'est inspirée par un propos qui a été tenu par le ministre Strauss-Kahn lorsque nous l'avons interrogé, lorsque nous l'avons auditionné ici même. Il a eu cette phrase, enfin je vous livre cela tout de même en substance: le système bancaire, ses outils, ses produits, il n'y a rien à dire. Ce n'est pas le système bancaire qui a failli, c'est les hommes, avec peut-être quelques caractères animaux, pour reprendre un qualificatif. Et il a eu cette expression, enfin cette comparaison. On ne peut pas reprocher à l'industrie automobile les accidents sur les routes. Est-ce que vous pensez, vous également, que le système bancaire ne mérite aucune réforme, aucune amélioration, et que ce sont que les hommes qui le font déraper, si j'ose dire, pour rester dans la comparaison automobile? Et si vous ne pensez pas ça, qu'est-ce que vous suggéreriez, soit au niveau européen, soit même au niveau français, à la condition bien sûr que ça ne le pénalise pas dans la concurrence générale qui existe dans ce domaine? Approprié personnellement. Nous avons clairement, disons que l'inspiration de ce qu'a pu dire votre interlocuteur était certainement de dire: ne faites pas de l'industrie bancaire un bouc émissaire. Et cela, je le partage entièrement. Comme je vous ai dit, c'est le système tout entier qui a prouvé une faiblesse inacceptable. Mais si vous trouvez un bouc émissaire quelque part, vous disculpez tous les autres. Or, je dirais, tout doit être amélioré, sans exception. Et bien entendu, aussi les banques. D'ailleurs, c'est ce que la communauté internationale a fait avec une très grande force. Nous avons incroyablement renforcé les exigences en capital pour l'ensemble des banques du monde. Formidablement. Nous ne sommes plus du tout dans le même univers d'exigences à l'égard des banques. Nous avons généralisé les ratios de levier, de pourcentage entre le capital et l'ensemble, disons, des bilans des banques. Nous avons multiplier les exigences à leur égard. Je l'ai dit, les concepts même de surveillance prudentielle ont changé. Le renforcement de la surveillance prudentielle a été considérablement renforcé. Il n'y a pas de pays avancé au monde dans lequel il n'y ait eu de transformation des institutions chargées de surveiller les banques, avec des transformations extrêmement profondes, en Europe, bien entendu, où l'on va confier à la Banque centrale européenne des responsabilités, mettre auprès de la Banque centrale européenne des responsabilités qui n'y étaient pas encore. Et je pourrais citer les États-Unis, je pourrais citer l'Angleterre. Donc je dois dire que le diagnostic de la communauté internationale a été que nous devions absolument renforcer formidablement l'ensemble de nos banques, qu'il fallait renforcer aussi toutes les infrastructures de marché, qu'il fallait ne pas hésiter à avoir vis-à-vis notamment de l'ensemble des dérivés de toute nature, des exigences que nous n'avions pas auparavant parce que l'idée s'était accréditée, idée fausse, que spontanément l'ensemble de ces marchés devait fonctionner de manière optimale. Donc vous voyez, je dirais, certes, faire des banques un bouc émissaire serait une très très grave erreur. En même temps, clairement, comme tout le reste du système financier international, il est
parfaitement légitime et nécessaire. Et d'ailleurs, ça a été à la fois le diagnostic de la communauté internationale et les décisions qui ont été prises ont été dans le sens d'un renforcement de l'ensemble des banques et des institutions. Alors, bien entendu, tout cela repose sur l'idée qu'il y a un traitement égal de l'ensemble des institutions dans le monde, que nous ne nous livrons pas à une compétition à qui sera le plus laxiste, comme ça a été le cas dans le passé, à qui arbitrera le mieux possible en étant complaisant à l'égard de ces institutions financières pour avoir les activités, les marchés, etc. Pour votre commission, je dirais, l'un des dangers français, à mon avis, est d'oublier que l'ensemble du système financier finance l'économie, que sans financement de l'économie, il n'y a ni croissance ni création d'emplois, et que donc il faut être très très attentif à ce que le système fonctionne du mieux possible, en étant sain, en étant au niveau de l'état de l'art mondial, dans les conditions les meilleures possibles, parce que là aussi on rejoint cette idée, si on fait du système financier, du système bancaire un bouc émissaire, alors on risque de tuer ce qui est un des éléments de la prospérité. J'ajouterais que le seul emploi dans le secteur financier, dans les pays avancés, est un enjeu très très important et qu'il est très important d'être capable d'avoir à la fois la meilleure surveillance prudentielle possible, inspirant la meilleure confiance possible pour les entités qui peuvent choisir de s'installer sur les places financières qui sont toutes en compétition, comme il est probablement normal dans des économies de marché. Et donc je plaiderais volontiers pour les places financières européennes, disons, les places financières de la zone euro, en considérant que pour la prospérité de la zone euro et l'emploi dans la zone euro, le monde, en effet, de l'industrie financière est un enjeu considérable. Je vais laisser la parole à notre rapporteur qui me pardonnera certainement d'avoir grappillé de son temps. Non, mais très brièvement, Monsieur le Président, vous êtes tout pardonné. Une dernière question, simplement sur le financement de l'économie réelle par les banques. Malheureusement, le constat a été fait ces dernières années que la part du financement consacré à l'économie réelle était plutôt en régression, ce qui n'est pas sans poser de questions. Mais plus généralement, sur le rôle de la BCE, vous parlez de nouvelles responsabilités. Est-ce que dans ces responsabilités nouvelles, il y aurait une réflexion de la BCE en tant que telle sur la résolution des problèmes posés par l'offshore, parce que vous avez évoqué les dépenses des États, ce qui est juste, mais nous, de notre côté, nous sommes en quête, en deux mots, également de recettes, et donc l'évasion fiscale, vous le savez, c'est de la recette conséquente, et on aurait tort de ne pas s'y intéresser. Donc est-ce que dans les missions nouvelles, enfin les responsabilités nouvelles de la BCE, est prévu ce genre de réflexion ? La fiscalité, d'une manière générale, n'est pas du ressort de la Banque centrale, ni des autorités prudentielles. Alors, il se trouve que la Banque centrale va être elle-même, en tout cas avoir l'autorité prudentielle unique de la zone euro et peut-être de l'Europe très près d'elle. Mais les deux ne se confondent quand même pas plus qu'elles ne se confondent totalement en France, comme vous le savez. L'autorité prudentielle est très proche de la Banque centrale, mais ne se confond pas avec la Banque centrale. Mais je dirais que la fiscalité est vraiment du ressort des gouvernements. Et à ma connaissance, la Banque centrale ne s'est jamais considérée, si vous voulez, comme pouvant se saisir d'un dossier de fiscalité ex nihilo. Si elle est consultée, elle ne manquerait pas effectivement de donner son sentiment. Mais je n'ai pas souvenir, si vous voulez, que nous ayons nous-mêmes travaillé sur la fiscalité, sur la lutte contre l'évasion fiscale. À ma connaissance, les gouvernements le font. Ils le font depuis la crise de manière beaucoup plus acharnée qu'auparavant. Et il y a maintenant, ce qui n'était pas le cas auparavant, un large consensus. Et le concept de juridiction non coopérative comprend le GAFI, la lutte contre le financement du terrorisme, et ceci est très important, et nous sommes impliqués en tant que Banque centrale dans ces opérations de lutte contre la criminalité organisée. Sur le plan prudentiel,
concept qui fait partie du concept de juridiction non coopérative, dans la mesure où nous avons maintenant des responsabilités, où nous aurons des responsabilités partout en Europe, nous, Banque centrale, bien entendu, cela fait partie de nos responsabilités. Sur le plan fiscal, comme vous le savez, ce sont les gouvernements eux-mêmes, dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, qui organisent leur propre coopération, même si je dirais bien volontiers qu'effectivement ce concept de juridiction non coopérative est probablement le bon concept pour ne pas brouiller le message et être très clair vis-à-vis des pays concernés. Et je ne dirais pas seulement des places offshore concernées, hein, des pays concernés. Monsieur le gouverneur, de la part de nos collègues, de notre rapporteur et de moi-même, je vous remercie de la profondeur, de la précision et de la pédagogie de vos propos. Voilà pour les travaux de la commission d'enquête sénatoriale sur le rôle des banques dans l'évasion fiscale. Si vous souhaitez les revoir ou en savoir plus sur ce thème, notre site internet publicsénat.fr. Bonne journée à tous.